À voir le show d'Olivier. J'ai juste 3 petits messages à vous passer. Le premier, c'est mes chaleureux remerciements, justement, à Olivier, ainsi qu'aux 5 startups qui vont pitcher dans le cours de la soirée. Vous allez voir le retour du CES. C'est pas n'importe quel retour du CES, c'est The retour du CES by Olivier, et à chaque fois c'est vraiment captivant, passionnant. Olivier a ceci de vraiment exceptionnel, c'est qu'il sait mettre en relief, mettre en perspective ce qu'il voit. Donc c'est pas simplement, il y avait plein d'objets connectés, plein de réalités virtuelles, plein d'intelligence artificielle. C'est vraiment mis aussi dans la continuité, parce que finalement ça doit faire la 3e ou 4e fois qu'on fait cet événement. Peut-être 4e fois, voilà. Et donc il sait mettre les choses en perspective et nous donner du sens avec, et ça vous allez voir, c'est vraiment appréciable, donc merci beaucoup. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'en fait vous êtes ici dans le think tank qui est animé par Systématique et Cap Digital, donc 2 pôles de compétitivité, et les collègues de Systématique sont là au premier rang. Ce think tank s'appelle Living Things et il se réunit en fait 3 à 4 fois par an. Le thème de cette année 2017 qu'on va essayer de dérouler tout au long de l'année, c'est le thème de l'intelligence artificielle. C'est pas forcément très original, mais l'intelligence dans les objets qui nous entourent, déclinée sur différents secteurs marchés. Donc l'intelligence dans les objets pour les économies d'énergie et l'environnement. Ça sera la séance du mois de mars, je crois. Il y aura une séance au mois de juin pendant Futur en Scène qui sera dédiée à la santé, et une autre à la fin de l'année qui sera dédiée à une thématique qui ne me revient pas en tête maintenant, mais que vous découvrirez en temps et en heure sur notre site. Donc n'hésitez pas à suivre ces réunions qui sont toujours basées sur des témoignages, des retours d'expérience, des rapports de projet. Et en général, c'est vraiment intéressant. Et vous trouverez également sur le site de Systématique et de Cap Digital le petit bilan et le résumé de toutes les séances qu'on a fait en 2016. Ça vous donnera aussi une petite idée de la façon dont on travaille. Le troisième mot que je voulais vous dire, c'est, je pense que tu reviendras sur les statistiques, combien d'entreprises, combien de startups, etc. Selon nos comptages, on a compté, nous, 104, il me semble, de mémoire, startups d'Île-de-France au CES. Oui, c'est à peu près ça. Ça doit être à peu près ça. Et juste pour vous dire, sur ces 104, il y en a 42 qui étaient passés par Futur en Scène. Donc, pourquoi 42, c'est exprès? Donc, il y en a 42, ouais, c'est une coïncidence, qui sont passés par Futur en Scène en 2016, en 2015, en 2014. Voilà. Donc, voilà, Futur en Scène, c'est aussi, c'est non seulement un super festival du numérique, c'est aussi un tremplin, un explorateur, un tremplin pour la visibilité des startups. Donc, regardez aussi si Futur en Scène ne serait pas une bonne opportunité pour vous. Et je crois que la clôture des inscriptions, enfin des manifestations d'intérêt, c'est dans les jours qui viennent. Donc n'hésitez pas à regarder. Voilà. Merci encore à tous d'être là. Je crois qu'on va se tenir chaud. Hein, et je te passe la parole, Olivier. Très bien. Bonsoir. Donc je suis ravi d'être là avec vous, une fois encore, pour vous faire ce débrief du CES. Alors moi, je suis une espèce de moine. Je travaille chez moi pendant 2 semaines après le salon. Je bosse beaucoup avant aussi. Et je suis planté dans mes 2 24 pouces au bureau, et je me dis, mais quand est-ce que je vais faire la présentation? Parce que c'est du boulot en chambre, on va dire. Et à un moment donné, je me dis, il faut sortir de la tanière et raconter une histoire. Donc je suis ravi de sortir de la tanière. J'ai publié hier le rapport. Qui l'a téléchargé? Qui ne l'a pas encore téléchargé? Ça, c'est les fainéants, ils viennent écouter, puis après, ils vont peut-être lire, éventuellement. Alors, j'ai les statistiques à l'heure près, hein, j'en suis à 8200 téléchargements, 32% d'augmentation par rapport à l'année d'avant, donc c'est pas mal. Ça veut dire qu'il y a un intérêt pour cette industrie, au-delà du rapport lui-même. En fait, finalement, quand je fais cette restitution ici, le CES n'est qu'un prétexte, en tout cas pour moi. Il se trouve que c'est un événement important pour l'année, effectivement, qui rassemble beaucoup de boîtes françaises. Mais mon rapport et ce que je vous restitue là, c'est ce qui se passe dans l'année, c'est un travail que d'autres font d'ailleurs, qui est d'essayer d'interpréter les signaux forts ou faibles de cette industrie. Alors, quand je rencontre des journalistes ou autres
corps constitué de l'écosystème numérique, la première question qu'on pose, c'est quelles étaient les tendances au CES? Alors, je suis toujours un peu embêté parce que je leur dis, les tendances, oui, c'est la réalité augmentée, les voitures automatiques, les objets connectés, les robots, l'intelligence artificielle, surtout Alexa, la copine Alexa d'Amazon, et la French Tech. C'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. C'est terminé. Oui, parce qu'en fait, c'est ça les tendances. La question qui se pose, c'est quand on regarde les tendances, c'est aller dans le détail, comprendre les facettes des tendances. N'importe qui vous dira qu'il y avait ça au CES. Et effectivement, il y avait plein de boîtes sur ces différents sujets. Mais quand on décortique une tendance, qu'est-ce que c'est? Une tendance, en fait, c'est le cumul de tout ça. C'est des offres, c'est des composants, c'est du marketing, c'est des phénomènes de suivisme, c'est des écosystèmes, des plateformes, des standards. C'est parfois, d'ailleurs, des pétards mouillés. Il y en a qui ont connu ça il y a 4-5 ans. La télé 3D, par exemple, qui est... LG et Sony viennent de décider d'arrêter de fabriquer des télé 3D. Voilà. Certains objets connectés qui marchent, d'autres qui marchent moins bien. Et on a régulièrement comme ça au CES des phénomènes d'engouement, et pas qu'au CES, en général, dans la high-tech. Tout le monde s'excite sur un sujet donné, puis pouf, soit 1 an plus tard, soit 5 ans plus tard, ça s'écroule. C'est ce qui s'est passé par exemple sur les tablettes. C'est pas lié au CES, hein. Il y a eu le lancement de l'iPad en 2010. 2010, c'est récent, c'est 7 ans, c'est pas beaucoup. Hein. Le pic des ventes de tablettes, qui est un peu le pic des pétroles du tablette, il a été atteint en 2014. Et depuis, c'est une chute. Donc en fait, on a sans arrêt ce genre de phénomène qui fait que, de temps en temps, moi je me dis, il faudrait peut-être avoir un peu de discernement pour essayer de faire la part des choses entre les tendances qu'on pourrait qualifier de lourdes, qui intègrent un peu tout ça, et puis les tendances peut-être un peu plus légères, un peu plus temporaires, pour lesquelles finalement l'effet va être de courte durée. Et donc c'est pas évident de faire ce tri. Et moi je me pose la question tout le temps, je suis l'homme des questions, j'ai pas la réponse forcément. Et vous verrez dans mon débrief sur la partie VR, tout ce qui est réalité virtuelle et augmentée, je me pose des questions et je me dis, je doute, je ne suis pas sûr que ça va se passer comme les gens le prédisent, en disant c'est génial, tout le monde va l'utiliser tous les jours. Je dis non, pas forcément. Et en fait, peut-être que l'année prochaine, je ne l'ai pas fait cette année, mais peut-être que je vais faire un indicateur à 20 paramètres, là, très analytique, ou peut-être que je vais prendre toutes les catégories de tendances pour me dire, tiens, combien de flags sont rouges, combien sont verts, combien sont oranges, pour voir finalement celles des tendances qui réellement vont imprimer le marché durablement. Alors, ça explique pourquoi mon rapport du CES est un truc monstrueux, qui dépasse entendement. J'ai envoyé un mail là, hier à la responsable des relations médias du salon, du CES, que je connais un petit peu, que je vois tous les ans, et je lui ai dit, là, cette année, je suis à 396 pages, et elle a dit, elle a répondu en disant, waouh, américaine, hein, qu'est-ce que c'est que ce truc, comment tu fais, c'est pas possible. Il y a plein de gens qui croient, les gens qui ne connaissent pas, là j'ai des copains dans la salle qui me connaissent bien, mais il y a des gens qui croient que c'est faux au sens que je ne vais pas tout seul. Il y a des gens qui croient que j'ai 4 stagiaires chez moi, ou que j'ai une armée de robots, ou que j'ai un système de machine learning ou deep learning extraordinaire, ou qu'il y a des gens à Madagascar ou à l'île Maurice qui bossent pour moi, quoi. Non, je fais vraiment ça tout seul. Et j'ai une méthode. Hier, je discutais avec Xavier Niel, qui est un de mes bêta-testeurs du rapport, et il me disait, mais comment tu fais, etc. Et je me suis dit, tiens, il y a un mec qui me demande, c'est Xavier Niel, je vais lui répondre. Et là, j'ai fait la méthode. Et la méthode fait 50 lignes. Il y a 50 étapes, en fait. Parce qu'il y a plein de trucs à faire pour arriver à sortir ce bousin de 400 pages. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il grandit, ce bouquin? Pourquoi on passe de 338 pages à 396 cette année? Et donc, comme je suis très analytique, je me suis amusé à compter le nombre de pages par sujet. Je prends la table des matières, hein, et j'ai regardé avec un joli chart. Vous savez, je viens de Microsoft, il y en a qui sont ex-Microsoft ou encore chez Microsoft dans la salle. C'est le genre d'école à l'américaine où on apprend à regarder les hard data. Il y a un certain Donald Trump qui ferait bien d'utiliser la méthode, d'ailleurs. Et donc, vraiment, regarder les chiffres. Et donc, a posteriori, parce que je n'ai pas planifié le nombre de pages que j'allais produire par catégorie. J'ai rempli avec l'actualité. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, j'ai des composants qui sont en numéro 1. Pourquoi? Parce que dedans, j'ai mis les lidars et tous les composants pour les voitures automatiques, les voitures autonomes, et il y en a beaucoup. J'ai mis les objets connectés, évidemment, dans laquelle il y a la grande sous-catégorie de la réalité augmentée virtuelle, avec une ribambelle de produits sur le salon. Les objets connectés dans la santé, pour la maison, il y en a de plus en plus. C'est logique. La mobilité, dedans, il y a les transports, dedans, il y a donc les 1 roue, 2 roues, 3 roues, 4 roues. Il y a beaucoup de véhicules sur le salon. Alors, il y a une petite exception dans tout ça, c'est les ordinateurs. Vous allez dire, tiens, c'est bizarre, il a mis plus d'ordinateurs. Oui, il se trouve que cette année, par rapport à l'année précédente, il y avait plus de nouveautés dans l'année, hein, en 2016 en gros,
en termes de format d'ordinateur, notamment parce qu'il y a de plus en plus de 2 en 1 qui fonctionnent bien, il y a de plus en plus de PC pour les gamers, il y a une richesse, il y a plus de créativité en ce moment, il y a eu débat les années précédentes, dans ce domaine-là. Alors maintenant, qu'est-ce qui a baissé? En fait, ce qui a baissé, c'est les vieux business qui ont du mal à se renouveler. C'est la photo, l'audio et la vidéo, pour faire simple. Il y a 5 ans, 6 ans, quand on visitait le stand de Samsung ou de LG, on avait quasiment un tiers du stand sur la télé connectée. Et donc, ils découpaient le monde de la télé connectée par fonction, le sport, le truc, le machin. Il y avait tout un tas de fonctions, de recommandations. Là, c'est mort. Il n'y a quasiment plus rien. Il y a juste une petite zone où ils montrent qu'ils font un peu de sport, avec des partenariats avec des chaînes de sport américaines, puisque aux US, ils parlent du marché américain. Il n'y a quasiment plus rien. Il y a des télés, mais la fonction connectée n'est pas mise en avant. Et donc, ça veut dire qu'il y a moins d'innovation dans ce domaine-là. Beaucoup de startups qui, d'ailleurs, se sont lancées et en France et dans le reste du monde, dans ce marché-là, je dirais, au minimum, elles battent de l'aile, et même les grandes américaines du secteur, comme Bimli, qui est lancé un Z-Box, décollent pas. Donc, c'est une vraie catastrophe. Ça fait partie des marronniers d'il y a 6-7 ans qui se sont cassés la figure. Et j'étais incapable de prédire ça il y a 6-7 ans. Il y a 6-7 ans, on disait, tiens, il y a Google qui arrive avec Google TV, bon, peut-être. On pensait qu'Apple et Google allaient ratisser le marché. Résultat, c'est plutôt Netflix, en fait, qui, avec son offre multi-écran, multi-application, enfin, multi-device, qui absorbe tout ce qui se passe dans le monde de la télé. Alors, l'audio était encore plus en situation de déclin sur ce CES. Pourquoi? Parce que l'audio au CES, c'est à la fois les produits audio dans les grands stands type Samsung, LG, Sony, et puis c'est une zone qui est planquée dans des étages d'un hôtel, le Venetian, où vous avez plein de stands de sociétés qui font ce qu'on appelle le high-end audio. C'est-à-dire des high-end audio, c'est de l'audio haut de gamme. Alors moi, j'adorais voir ces stands, parce que je voyais des configurations à 500 000 $ complètement inaccessibles, mais c'est rigolo. J'aime bien les produits extrêmes, même si je ne peux pas me les acheter. Et donc, ces boîtes-là, elles ont disparu, en tout cas, elles ne sont plus sur le salon. Il y a eu 40 exposants de moins dans cette zone-là, donc moins d'innovation, moins de produits marrants ou originaux. Et donc, en fait, ce que vous voyez là, pareil pour la photo, c'est en fait une décrue de la dose d'innovation de ces secteurs. Malgré, pour l'audio, le fait qu'il y a le Dolby Atmos, l'audio haute résolution, qui font partie des nouveautés du moment. Et à contrario, vous avez une très forte dose d'innovation dans les produits du haut, y compris les PC, parce qu'il y a un appel d'air, parce qu'il y a un effet de mode, parce qu'il y a une grande fragmentation, une grande diversification du marché de ce point de vue-là. Alors, téléchargement du rapport, pareil, j'aime bien les statistiques. Donc, vous voyez, quand on a fait la première conférence, on était aux alentours de 15 000, je ne sais plus si c'est 10 000 ou 15 000. Et là, tendance de plus 32%, ce qui est intéressant. Bon, vous en foutez, mais bon, c'est marrant de voir que ça augmente. En tout cas, je regarde ça comme le lait qui bout, parce que c'est intéressant de voir finalement l'appétence que le marché a pour ce genre de sujet, et aussi la manière dont je le traite. Alors, je ne me fais pas des amis, hein, parce que, en fait, dans mon rapport, quand je dis un truc, quand je le pense, je l'écris. Donc, si je dis que c'est nul, je dis c'est nul. Alors, je ne dis pas c'est nul, mais je dis faut voir, erreur de casting, des choses comme ça. Alors, il y en a certains à qui c'est arrivé. Alors, erreur de casting, ça ne veut pas dire que c'est nul pour les boîtes françaises. Ça veut dire que ce n'est pas le bon salon pour eux. Et il y a des boîtes qui vont au CES, mais qui se sont trompées d'endroit. Elles se sont trompées de salon. Ils y vont avec un logiciel collaboratif d'entreprise. Je suis désolé, Consumer Electronic Show, ça veut dire consumer. Consumer, c'est pour les grands publics. Donc les gens qui viennent valoriser des solutions d'entreprise, sympa. Enfin, il vaut mieux qu'ils aillent au CeBIT ou dans des salons spécialisés. Donc là, je me dis, alors j'ai eu 3 coups de fil, et des mails, d'échanges, mais j'ai maintenu mon point là-dessus. Alors je fais des photos aussi quand je vais au CES. Alors je sais pas, Arié, tu es là? Arié Ganassi, il m'a suivi pendant 2 jours. C'est le fou furieux. Il a réussi à tenir le coup 2 jours avec moi. Il témoignera peut-être s'il a envie tout à l'heure. Et il a observé comment je bossais. Et en fait, quand je visite le salon, en fait, je fais un safari photo. J'ai mon réflexe avec moi. J'ai un objectif. J'en ai un deuxième pour les zones sombres. Et en fait, je fais que des photos pendant toute ma visite. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est mon bloc-notes. J'ai pas le temps de prendre des notes par écrit, donc j'enregistre ce que les gens me disent quand je parle avec les gens. Et je prends tout en note de manière visuelle. Et c'est comme ça qu'après, je retrouve mes petits. Il y a le timecode dans les photos, permet de retrouver les photos dans l'ordre de visite. Après, je classe mes photos par sujet, et ça fait ça. Donc ça, c'est 3000 photos qui ont tout un nom, quasiment tout un nom. Donc on peut retrouver le nom des produits, les catégories des produits, et c'est dans mon blog
dans le truc que je viens de montrer juste avant. Donc, alors maintenant, parlons du CES lui-même. Le CES en tant que salon, c'est un salon qui est stagnant au niveau du visitorat, ce qui est une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Il y a 175 000 visiteurs à peu près. Ce sont que des visiteurs professionnels. Contrairement à l'IFA de Berlin, au CEATEC de Tokyo, ou à quelques autres salons dans le monde qui souvent ouvrent leur dernière journée, qui tombent sur un week-end, au grand public, le CES ne le fait pas. Donc, il y a un peu de grand public quand même qui arrive à se glisser au travers des mailles, mais grosso modo, vous avez uniquement des visiteurs professionnels. Et quand on atteint 175 000 visiteurs à Las Vegas, on est un peu au niveau du taquet, au niveau des embouteillages, des restaurants, de la circulation. Donc, c'est pas la peine d'en rajouter. Et il y a même des exposants qui, l'année dernière, s'en étaient pleins, même il y a 2 ans. Quand on avait atteint justement en 2015 les 175 000 ici, ils ont dit stop, stop. Et depuis ce jour-là, vous voyez qu'on est stabilisé. Alors par contre, on a une augmentation régulière depuis 10 ans, moi j'y vais depuis 2006, de la participation internationale. Ça, c'est remarquable. Un salon qui a réussi à passer des 18 à 31% de visiteurs et d'exposants internationaux, c'est un bon signe. C'est un signe de vitalité de l'industrie, c'est un signe de vitalité marketing de l'organisateur, et on le retrouve dans la dynamique française avec nos plus de 300 sociétés qui étaient présentes. Mais on le retrouve dans d'autres pays. Pas loin des Français, sur la zone Eureka, il y avait une zone ukrainienne, 8 startups. Il y avait une zone canadienne. Il y avait même les Tchèques qui avaient une petite zone. Ce n'est pas forcément des grands pays connus pour leur écosystème Silicon Vallesque, hein, mais beaucoup de pays veulent être présents. Alors, il faut savoir que la France a généré beaucoup de jaloux. Parce qu'on est quand même un peu envahissant maintenant. On a plus de 300 boîtes, comme le premier et le deuxième pays dans les exposants côté start-up. Donc les autres pays commencent à se dire, les Anglais, les Allemands, bon, ils commencent à être en kikinant, les Français, là. Il faudrait que nous aussi, on soit présents. Et donc, c'est une émulation. Ça génère un phénomène d'émulation qui pousse d'autres pays à bouger. Donc, résultat, l'organisateur du salon va draguer les écosystèmes d'innovation de tous les pays européens, voire même d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie, pour les faire en sorte qu'ils soient mieux représentés. Et en marketing, on sait que la jalousie, ça marche très bien. C'est un des critères numéro 1. Pour vendre quelque chose, vous rendez les gens jaloux en disant « tout le monde y est, toi tu n'y es pas, donc il faut qu'il soit ». Donc les gens disent « ok, je viens ». Et donc c'est comme ça que ça marche. Et alors ça continue à augmenter aussi en taille, puisqu'on a dépassé 2,6 millions de pieds carrés. Ça fait près de 245 000 mètres carrés. C'est la taille de la porte de Versailles avec un petit peu plus. Sachant qu'en plus, ça ne tient pas compte de toutes les boîtes qui ont des stands comme ST Micro, qui ont des stands ailleurs que dans le salon, dans des hôtels. Donc en fait, si on prenait la taille réelle du salon, elle est probablement à la hauteur de 3 millions de pieds carrés, et ce qui fait la porte de Versailles plus la moitié de Villepinte, en gros en termes de taille. Donc c'est assez significatif. Sachant qu'en plus c'est disséminé dans tout Las Vegas. Parfois il faut 1 heure pour aller d'un endroit à l'autre, c'est assez compliqué. Alors, quand je vais sur ce salon, j'essaie justement d'avoir ce regard qui n'est pas simplement le regard produit. J'adore les produits, j'adore les gadgets, vous allez en voir, j'ai plein de vidéos marrantes, mais j'essaie de comprendre les grandes lignes de force. Et j'essaie de comprendre aussi qui capte la valeur dans les nouvelles industries. Il faut savoir que dans le numérique, il y a des winners, des losers. Dans le numérique, il y a des gens qui font 30% de résultats nets après impôt et qui font des milliards de dollars. Et puis il y a plein de petites boîtes qui font du service ou des petits produits qui crapahutent, qui ont du mal à se financer, qui ont du mal à être profitables et qui meurent au bout de 3 ans. Et ça, c'est la moyenne de beaucoup de boîtes. Et la grande question qui se pose, notamment par exemple dans l'univers des objets connectés ou de la réalité virtuelle, c'est finalement d'essayer d'identifier le plus tôt possible, notamment d'un point de vue stratégique pour la France, les domaines où des plateformes qui vont accumuler beaucoup de valeur vont se constituer, 2, les acteurs qui sont en train de se positionner sur ces secteurs-là, et 3, la compétitivité qui peut exister entre des territoires, entre des produits, des solutions, de ce point de vue-là. Alors je vais vous donner quelques exemples, où il n'y a malheureusement pas beaucoup de Français. Vous prenez l'exemple de la voiture. Ben, l'exemple de la voiture est très captivant quand on visite ce salon. Carlos Ghosn, patron de Nissan, Mitsubishi et Renault, a fait un keynote. L'année dernière, il y avait le patron de BMW, d'Audi, il y a eu Mercedes. Toutes ces boîtes-là font des keynotes. Et quand ils font des keynotes, ils disent, voilà, oui, voiture électrique, voiture à hydrogène, voiture autonome. Ils nous baratinent sur leur roadmap. Et ils vous promettent la voiture automatique. Alors, la voiture autonome, certains en 2020, d'autres en 2023, d'autres en 2025, d'autres tout de suite maintenant, comme Tesla, qui n'est pas exposant sur le salon. La réalité technologique et la réalité marché, c'est qu'en fait, ils ne font rien, ces gens-là. Alors j'exagère, s'il y avait des constructeurs dans la salle,
truciderai tout de suite. Mais en gros, ce sont des intégrateurs de technologies qui viennent de sociétés qui ont des plateformes technologiques qui sont en général transversales à plusieurs constructeurs. Alors, par exemple, les constructeurs automobiles, ils ont l'habitude de créer des moteurs mutualisés entre plusieurs constructeurs. J'ai oublié les alliances qui existent entre PSA, Renault et d'autres constructeurs mondiaux. Eh bien, dans le domaine de la voiture autonome, il y a ces trois acteurs, ce pas les seuls, mais qui jouent un rôle clé. Il y a les gens qui sont au niveau du processeur. C'est le même topo que dans un ordinateur. Qui gagne de l'argent dans un ordinateur aujourd'hui? C'est Microsoft sur le software et c'est Intel sur le processeur. Le reste, c'est quasiment que des money losers du business. La plupart des gens qui font le reste ne gagnent pas beaucoup d'argent. La question va se poser pour les voitures. Dans une voiture, il va y avoir des bouts qui vont être à 5 000 € le kilo, et il restera des bouts qui seront à 5 € le kilo. Genre les freins, la carrosserie, ça vaut pas beaucoup, ça vaut pas cher le kilo. Et puis c'est une commodité. Faire une carrosserie, c'est relativement standard. La forme change, mais le pressage du métal est le même partout, et on sait que ça coûte un certain prix au kilo. Et donc, la question qui se pose pour l'univers de l'automobile, c'est de savoir qui va contrôler le 5 000 € le kilo, et qui va continuer à s'enquiquiner à faire le 5 € le kilo. Et est-ce que la même boîte fera les deux, ou des boîtes vont se spécialiser sur le 5 000 et d'autres sur le 5? Et donc, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? C'est que deux boîtes qui sont dans les semi-conducteurs, qui sont Qualcomm et Nvidia, sont en train de se positionner sur ce marché-là, uniquement au niveau du processeur. Donc, ils vont capter de la valeur. Au-dessus, vous avez les gens qui font des capteurs, ou des logiciels liés aux capteurs. Mobileye, c'est une petite start-up israélienne qui a dû lever plus de 100 millions de dollars et qui avait un énorme stand sur le salon, que même François Fillon, qui visitait le salon, a visité. C'est une boîte qui interprète les images qui sortent des caméras dans la voiture et qui identifie ce qu'il y a autour de la voiture. Donc les passants, les vélos, les voitures. Et cette boîte, elle est dans la Tesla S. Elle est utilisée dans la Tesla S. Vous en avez une autre que je n'ai pas citée ici, qui est Velodyne, qui fait les lidars, donc les petits radars qui captent en 3D tout ce qu'il y a autour de la voiture. Ces boîtes-là sont vraiment stratégiques. Parce que ce sont des boîtes qui font du volume, qui ont beaucoup de techno, qui ont beaucoup de brevets, et qui sont capables de toucher de manière transversale l'intégralité du marché. Et donc c'est ces gens-là qu'il faut surveiller de très près. Alors, même topo sur la voix. Le CES cette année était assez étonnant de ce point de vue-là, parce que quasiment tous les produits qui intégraient la commande vocale utilisaient Amazon Alexa. Et je ne connais pas le détail de la sauce magique qu'Amazon a utilisée. En tout cas, je peux vous dire qu'ils ont empapaouté bien grave, et Google et Microsoft, dans le cas du salon. Parce que Microsoft et Google étaient quasiment invisibles. Et j'ai une anecdote que je vous raconterai juste après sur une histoire de frigo, de ce point de vue-là. Troisième exemple, la réalité virtuelle. Alors là, on est dans un marché qui est émergent. C'est plus difficile de comprendre ce qui se passe. C'est un marché où les positions ne sont pas encore acquises, il y a plein de sociétés qui se lancent. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Vous allez avoir plein de boîtes, chinoises, américaines, européennes, qui vont faire des casques. Avec une optique, un écran, il y a plusieurs manières de le faire, mais l'écosystème, il n'est pas là. L'écosystème, il est soit dans les processeurs, soit dans les télécoms, soit dans les contenus. Il n'est pas dans la lunette elle-même, dans le casque lui-même. Donc les acteurs importants aujourd'hui qu'il faut regarder de très près, c'est Steam, qui est la plateforme de jeux vidéo de Valve, qui est aujourd'hui en train de devenir dominante comme provider de jeux pour la réalité virtuelle. Et vous avez YouTube, tout simplement, qui s'est positionné discrètement comme ça, comme ils l'ont fait sur la 4K, comme provider de contenu réel. Parce que la réalité virtuelle, c'est à la fois du réel et du virtuel, qui s'affiche dans des lunettes de réalité virtuelle. Et donc, vous avez des acteurs comme ça qui, discrètement, se sont mis là, et ils commencent à être utilisés par tout le monde, et on les retrouve sur tous les stands, et chez tous les fournisseurs. Dernier exemple, l'IoT. Alors, quand vous êtes constructeur d'objets connectés, c'est sympa, mais les gens qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est les fabricants de composants, c'est les fabricants de cartes, parfois, comme Samsung, qui a toute une architecture à la fois de cartes pour embarquer pour les objets, et ils ont une architecture en cloud qui permet de gérer les objets utilisant leurs cartes. Donc Samsung, qui n'était pas forcément ultra bien positionné de manière historique sur ce marché-là, est en train de prendre des positions qui ne sont pas inintéressantes. Je ne dis pas qu'ils vont porter la mise. Et puis vous avez des boîtes comme Arayant, qui n'est pas très connue. C'est une boîte américaine qui en fait fournit des services en cloud de gestion des objets connectés, mais en marque blanche, pour un fabricant d'objets connectés, grand public ou industriel. Et puis vous avez un Français, c'est le seul de ma petite liste ici, Micro-EJ, vous ne connaissez peut-être pas, c'est une boîte qui est de Nantes, si je ne m'abuse, et cette boîte-là, elle a développé en fait un système d'exploitation embarqué pour les objets connectés. Elle a déjà plus d'une vingtaine de clients.
Elle avait un stand de 6 par 6, donc 36 mètres carrés, 36 à 40 mètres carrés à peu près sur le salon. Elle a déjà un écosystème, et elle est déjà utilisée par des produits connectés à la fois en France et à l'étranger. Donc on est face à une société qui s'est constituée en plateforme. Et ça, c'est très intéressant, c'est encourageant. Il y en a que je n'ai pas cité qui est là, mais ils sont un petit peu entre deux chaises, mais ils sont bien positionnés quand même, c'est Valeo. Valeo, c'est quand même un des 3 à 4 grands acteurs en tant qu'équipementier automobile, et ils font plein de choses dans la voiture autonome. Donc vous voyez, c'est ça la grille de lecture industrielle. Il faut essayer de l'interpréter comme ça, plutôt que de dire il y a un gadget qui sort de telle boîte ou telle start-up. C'est ça qui va structurer le marché, qui va structurer l'économie qui est associée à ces marchés-là. L'autre découverte cette année, c'est pas nouveau pour moi, mais c'est nouveau dans la manière de le formuler. Au CES, vous voyez des boîtes de tous les pays du monde. Vous avez des Asiatiques, des Européens, des Américains, du Sud, du Nord, des Canadiens, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a certaines innovations qui étaient adaptées à certaines cultures et géographies, et d'autres non, en tout cas dans leur phase de démarrage. Et parfois, ça donne des surprises. Alors, je vais vous en donner une, et vous allez voir, le point de départ est très surprenant, et après, je vais retomber sur mes pieds. Et là, je vais faire du vol plané au niveau émotionnel. La jeune fille qui est en haut, et c'est un stand qui est réel, qui était à côté de la zone Eureka, c'est une jeune fille qui est assise sur une espèce de fauteuil qui lui réchauffe les fesses avec de la vapeur d'eau à 55 degrés. Tout le monde rigole. C'est normal. Vous rigolez. Moi, quand j'ai vu ça, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est du grand n'importe quoi. Ils ont fumé la moquette, c'est le cas de dire, là, ils ont fumé la vapeur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je prends la doc. Elle est là. Je l'emmène avec moi. Et je lui dis, je verrai plus tard. Donc, je fais des photos du stand. Ça, c'est pas une photo du stand. Hein. Mais on retrouve la jeune fille sur la doc. Et donc, je lis le truc. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est pas du tout déconnant. En fait, c'est lié au fait qu'en Asie, et je pense que c'est vrai aussi ailleurs dans le monde, les femmes ont ce qu'on appelle les douleurs menstruelles. Ça arrive pas à toutes les femmes, mais certaines femmes ont des douleurs plus importantes que d'autres pendant leurs règles. Et donc, il se trouve que les Chinois, ils ont inventé ce système qui est validé scientifiquement. Je suis allé regarder la littérature scientifique qui est liée à ça. Il se trouve qu'en réchauffant et les pieds et les fesses, ça allège la perception des douleurs. Et ça amène à un troisième commentaire sur l'origine de la solution. Il se trouve que j'ai une belle-sœur qui est... attendez, on se calme. J'ai pas fini la phrase. J'ai une belle-sœur qui est médecin généraliste. Voilà. Vous vous calmez, là, c'est bon. Donc, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, donc je lui pose la question en disant ah tiens, j'ai vu ce truc-là, voilà. Et là, je lui demande qu'est-ce que tu en penses? Et elle me dit tu sais, en France, en Europe, on utilise des médicaments pour traiter les douleurs menstruelles. Donc, ce qu'on appelle l'allopathie. Il faut savoir qu'en Asie, on aime bien utiliser des méthodes naturelles plutôt que des médicaments. C'est connu, il y a l'acupuncture, il y a tout un tas de médecines dites douces ou alternatives. Et donc ça correspond à une méthode de traitement d'un problème qui est liée à la culture locale. Plutôt éviter les médicaments et utiliser les méthodes locales. Alors il y a un autre truc du même genre, c'est ça, que j'ai découvert cette année au CES, je n'ai pas compris ce que c'était. Et j'avais plein de stands qui vendaient des systèmes... Vous connaissez des systèmes qui mettent de l'air dans l'eau pour la rendre pétillante. Il y a des cartouches, plein de gens ont ça chez eux, ça coûte pas très cher. J'ai trouvé la même chose, sauf qu'au lieu de mettre du gaz carboné, du CO, du CO2, je ne sais plus ce qu'on met dedans, ça met de l'hydrogène. Et vous regardez la pub, alors vous trouvez ça chez des Chinois, des Japonais, des Coréens, et ça vous dit, oui, grâce à ça, vous allez moins vieillir plus lentement. Je dis, tiens, c'est pas mal, pourquoi pas? Alors en général, quand je vois ça, je suis très méfiant. Les gens qui disent on rajoute une poudre de perlimpinpin dans un machin, je dis c'est du n'importe quoi. Probablement que c'est pas très sérieux. En fait, je suis allé voir, je me suis documenté sur Internet, et je me suis rendu compte que c'était pas si bizarre que ça. Il y a des études qui montrent que quand soit on rend l'eau plus basique, soit on met de l'hydrogène, du H2, eh bien il semblerait que ça réduise ce qu'on appelle le phénomène d'oxydation, qui génère de l'usure des cellules, la fatigue des cellules, et qui accélère le vieillissement. Et d'ailleurs, l'alimentation conditionne beaucoup le vieillissement des cellules. Donc ça jouerait un rôle. Mais ça, vous le trouvez qu'en Asie. J'ai pas vu ça encore en Europe, ni aux États-Unis. C'est intéressant. Les robots, c'est pareil. Je vous ai déjà fait le topo. Quand vous voyez un robot comme ça dans un aéroport qui vous conseille, au Japon, c'est génial. Les gens, ils
ils voient ça et ils sont ébobis. Vous voyez ça en France, les gens ils sont un petit peu plus sceptiques. Ils ne projettent pas la même émotion sur l'objet robot, que dans les pays asiatiques. Alors le Japon étant lui-même différent des Chinois et des Coréens. Alors après, vous avez les Américains. Alors les Américains, là c'est moins nouveau, mais eux ils mesurent tout. C'est un pays très compétitif, c'est un pays où l'assurance santé coûte très cher, avant ou après Obamacare, ça va être encore pire bientôt. Donc les Américains sont prêts à, dépenser de l'argent pour être en meilleure santé de manière préventive, parce que l'assurance santé leur coûte les yeux de la tête, et 2, ils ont un esprit, d'un point de vue culturel, qui est très compétitif. Donc ils aiment bien mesurer, se comparer les uns aux autres, et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de data dans les objets connectés, les wearables, les trackers, les montres connectées, etc. C'est lié à cet élément culturel. Mais il n'existe pas qu'aux États-Unis. Mais il est plus fort aux États-Unis. Donc ça explique pourquoi ça démarre là. Alors que la chaise à la vapeur, là, elle ne démarre pas aux US. Donc, il y a des choses qui démarrent. C'est comme les Tamagotchi. Tamagotchi, c'est comme les robots, ça a démarré là, puis après, ça arrive ailleurs. Alors, où sont les Européens là-dedans? Vous allez vous demander. Les Européens, si on observe les startups françaises qui sont au CES, ils sont très créatifs. Surtout les Français sont super créatifs, beaucoup de design. Mais par rapport à ces sujets-là, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils ont peur de leur ombre. Donc, les datas, la vie privée, tout ça, oh là là, attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir peur, mais on est plus prudent. Et d'ailleurs, il y a pire que les Français de ce point de vue-là, c'est les Allemands. C'est pour ça que Quant, qui est un moteur de recherche français, a été financé principalement par un groupe média allemand, à plus de 20 millions d'euros. Pourquoi? Parce que les Allemands sont encore plus parano que les Français sur le contrôle de la vie privée, plus l'affaire Snowden, la NSA, etc. Donc en fait, on est très préoccupé par ça. Heureusement, ça n'empêche pas beaucoup de startups françaises qui étaient sur le salon d'être créatifs, de créer des objets qui vont collecter de la donnée, de la stocker éventuellement dans le cloud, mais on est un petit peu entre deux eaux. Et donc voilà, quand on observe une innovation, après avoir visité le salon, le CES, il faut de temps en temps y rajouter un petit filtre culturel, sociétal, pour se dire finalement, oui, c'est normal que ça démarre là, puis après se demander, mais qu'est-ce qui générera une adoption dans d'autres cultures? Est-ce que finalement il y a une perméabilité entre les cultures sur certains produits? Je ne suis pas sûr que la chaise, là, on la voit chez Darty rapidement, si vous voulez. Donc, alors peut-être que ça va très bien se vendre en Chine ou au Japon. Au même titre que, par exemple, le vieillissement de la population au Japon fait qu'il y a une appétence énorme pour les robots de maintien à domicile des personnes âgées. Elle existe aussi en Occident, mais l'acuité du problème n'est pas aussi marquée chez nous qu'au Japon, il n'y a pas d'immigration. Je vous ai dit le topo les années passées. Alors, il y a aussi un truc bizarre qui s'est passé il n'y a pas longtemps. C'est que quand vous arrivez à Las Vegas, moi j'étais dans un hôtel où je voyais ça quasiment de ma chambre. Bon, c'est un peu stressant, si vous voulez. Alors, j'ai demandé au taxi, qui était un Éthiopien, What do you think about Trump? Alors j'ai trouvé une astuce pour parler aux Américains, pour ne pas les vexer s'ils sont républicains. Je leur demande Were you happy with the results of the election? Comme ça, s'ils sont contents, ils disent qu'ils sont contents. S'ils ne sont pas contents, ils ne sont pas contents. Mais il n'y a pas de jugement de valeur sur la question. Alors j'ai demandé ça au chauffeur de taxi éthiopien. La réponse est American politics is entirely fucked up. C'était le résumé, mais c'est très bien résumé. Hein. Et d'ailleurs, on voit en ce moment ce qui est en train de se passer. Alors, le plus drôle, c'est que dans la salle de presse, il y en avait plusieurs des salles de presse sur le salon, il y en a un peu partout dans tous les buildings. Eh bien, les geeks qui gèrent l'informatique du Wi-Fi de la salle de presse, ils avaient mis comme mot de passe Rogue One. Mais c'est lourd de sens. Hein. Vous l'avez vu, le film? Pas tous. Non. Rogue One, c'est la symbolique des combattants de la liberté qui sont prêts à se sacrifier pour la liberté. C'est ça la symbolique du film. Donc vous imaginez les mecs qui mettent ça comme mot de passe pour les médias, 10 jours avant l'intronisation du coco. Donc c'est marrant, on vit ça. Alors il se trouve que j'ai de la famille aux États-Unis, je les ai rencontrés au CES. Il y a un traumatisme monstrueux là-bas, en tout cas dans le Nevada en particulier, parce que le Nevada a voté largement démocrate. Alors la France au CES, j'ai une jolie courbe. Je pense qu'on va bientôt atteindre l'asymptote, là. Vous voyez, ça commence à se calmer. Enfin, on est à 316 boîtes, hein, quand même. Hein. 316 boîtes, dont une quarantaine d'erreurs de casting. Dans mon rapport, j'ai publié les statistiques d'erreurs de casting par région. J'ai pas donné les noms. J'ai pas donné les noms. Enfin, on les retrouve un peu dans les descriptions des produits. Et il y a 3 régions qui sont très bien placées, dont l'Île-de-France, d'ailleurs, de ce point de vue-là. C'est pas grave, hein, on ne va pas les envoyer en prison. Mais
on a un souci, c'est comment on positionne la French Tech, finalement. Si vous essayez de vous demander que font les Allemands au CES, la réponse est rapide. Ils font des bagnoles. Parce que BMW, Mercedes, Audi qui n'était pas là cette année, vous avez Bosch, vous avez ZF qu'on ne connaît pas bien, mais c'est un peu le Valeo allemand, un autre Valeo allemand que Bosch. Vous avez des boîtes dans l'automobile. Donc eux, ils sont très typés, très marqués. Alors, je ne dis pas que la France doit être à un seul endroit, mais en tout cas, eux, ils sont très typés. Vous allez dans la zone israélienne où il y a 10 fois moins de startups que les Français, ils ne sont pas très typés, ils sont un peu comme nous, ils sont dans la vidéo, la pub, l'impression 3D, dans tout un tas de domaines, mais ils ne sont pas forcément très typés. Et je me suis demandé, bon déjà, quand est-ce que ça a augmenté? Vous voyez là, en gros, moi je suis au CES depuis 2006. 2006 à 2013, on est dans le bruit blanc. C'est-à-dire la France, c'est que dalle, quoi. C'est 50 boîtes maximum. Et tout d'un coup, paf, la French Tech est créée, et hop, on passe à 100. C'est la première année où Business France, d'ailleurs, a accompagné une douzaine, une quinzaine de boîtes. Maintenant, ils en accompagnent plus de 20. Et chaque année, vous voyez, ça a augmenté. Il y a une espèce d'appel d'air qui fait que de plus en plus de boîtes sont intéressées pour aller au CES. Alors, les régions. Tu disais 100 et quelques boîtes. Ben, je l'ai retrouvé dans mes stats. 40% de 316, ça correspond à ton chiffre. D'ailleurs, j'en ai peut-être un peu plus que ce que tu as dû compter. Les suivants, ben, c'est Rhône-Alpes, Auvergne, évidemment, puisque c'est quand même un gros pôle industriel, surtout avec Grenoble, qui génère beaucoup de startups, notamment dans les objets connectés. Puis toutes les autres régions. Alors, il y en a qui envoient une boîte. Il y a même des Français d'étrangers. Alors, Corse, il y a 0%, parce qu'ils sont en dessous du pourcentage. Il y a une boîte, en fait, Corse, cette année. Il y a une boîte du centre, donc je pense que le centre, là, il faut qu'il se bouge un peu. Et bon, voilà, on voit la répartition. Alors après, par sujet, vous avez Smart Home, c'est comme ça depuis 10 ans. Le principal sujet qui active les startups françaises, c'est la maison connectée. Alors, de manière diverse et variée, hein, c'est pas une catégorie de produits très claire. Il y a des gens qui font de l'éclairage, des gens qui font des centrales domotiques, il y a des gens qui font un peu de tout pour équiper la maison. Et puis, numéro 2, la santé. C'est intéressant. C'est de spécialité de pas mal de boîtes. Plus de 40 boîtes dans la santé. Alors la santé et le bien-être, au sens large du terme. Puis après, vous avez l'entreprise. Ça, c'est les problèmes de casting, dont je parlais tout à l'heure. Puis l'audio, la mobilité, vous voyez, le reste un petit peu. Donc c'est intéressant de voir le positionnement. Mais ça fait quand même plus de 20 secteurs. Bon, je ne vais pas virer ceux qui sont là hein, pour faire un camembert plus joli. Mais à un moment donné, la question se posera de quel message on veut transmettre. Par exemple, il y a un secteur où on n'est pas mauvais du tout, qui est entre les télécoms et la mobilité, autour de tout ce qui est réseau M2M. C'est technologies de télécommunication avec Sigfox, Covisio, Kerlink, tout un tas de boîtes, notamment qui viennent de l'ouest de la France, Angers, Rennes, etc. Tous ces pôles où il y a beaucoup de télécoms, qui jouent un rôle important pour la dynamique industrielle française dans ce domaine-là. C'est un des domaines où on est bien positionné. Après, je me suis dit, si on veut évaluer la présence française au CES, on peut l'évaluer de plusieurs manières. Nos amis des 5 startups qui vont témoigner bientôt, ils vont témoigner sur la dimension business. J'espère qu'ils vont nous donner les noms des contrats qu'ils ont signés, tout ça, le chiffre d'affaires, chose qu'on obtient facilement de toutes les startups, bien sûr. Et puis, il y a une autre dimension qu'on peut mesurer de manière un peu extérieure, parce que les dimensions business ne sont pas publiques en général, c'est la partie médiatique. Et je me suis amusé à utiliser un métrique très simple. Je prends le journal qui s'appelle le CES Daily, qui, comme son nom l'indique, est distribué tous les jours avec une édition différente chaque jour, 4 jours. Et dedans, il y a 120 pages, il y a de la pub, et il y a des petits articles qui sont des recopies de communiqués de presse en général. Peu ou prou, hein, c'est rédigé quand même assez rapidement. C'est pas du journalisme tout à fait, disons. L'année dernière, il y avait ça. 4 jours cumulés de boîtes françaises. C'était pas mal, hein, parce que l'année d'avant, il y avait encore moins. Ben, et cette année, on a ça. Alors, grâce à quoi? Grâce au fait qu'on a quand même notre ami Carlos Ghosn qui a fait un keynote, donc il a une couverture d'une des journées, plus une page entière. Mais toutes ces autres boîtes-là, c'est des startups françaises. Vous avez le Cityband, là, vous avez... alors j'oublie parce que je vois rien et c'est tout petit, mais... alors en général, c'est des boîtes qui ont gagné des prix. C'est des boîtes qui ont gagné un award sur le salon. Ça les rend plus visibles dans ce genre de magazine. Alors les Français, ils me font toujours rigoler aussi, c'est le côté village gaulois. Mais les villages gaulois avec des S. Alors, il y avait donc plein de startups françaises qui étaient dans cet hôtel qui s'appelle le Venetian Sands, qui est ici. Alors ça, c'est un carré qui fait à peu près 600 mètres de côté, hein, juste pour vous donner une idée des dimensions. C'est un truc énorme, c'est le plus gros hôtel du monde avec 9000 chambres. Bon, voilà. Et en dessous, vous avez des halls avec des stands et des zones d'exposition. Et alors, le premier soir du salon, vous aviez, tiens c'est marrant, ça n'apparaît pas, vous aviez le French Village,
donc qui était une grande manifestation qui était organisée à l'Hôtel Paris, c'est bien choisi, le Paris Hôtel, et il y avait Axel Lemaire, il y avait Pierre Gattaz, il y avait donc le MEDEF, la FNUM, qui étaient là, et il y avait 500-600 personnes facilement, c'était un bel événement, il y avait du monde. Et puis ils accueillaient les régions avec leurs start-up. J'ai même vu des boîtes françaises qui étaient exposantes que là. C'est quand même pas mal, hein. Je viens au CES, et je me mets dans un truc qui fait 700 mètres carrés, je vois que des boîtes françaises, parce qu'il n'y a que des visiteurs français dans ce truc-là. Je dis, c'est un peu fort de café quand même, c'est pas mal. Et ils ont vendu les mètres carrés, les organisateurs du truc-là ont vendu les mètres carrés pour avoir des boîtes. Alors il y en avait quoi, une dizaine maximum qui n'étaient que là. La majorité des boîtes qui étaient là, elles étaient aussi sur leur stand Eureka et ailleurs. Alors en même temps, vous aviez le Euro Business, alors j'ai peut-être mal écrit ça, Eurotech Business Lounge, qui était ici, dans un hôtel juste à côté, qui s'appelle Planet Hollywood. Moins de monde. J'y suis même intervenu moi-même pour parler du rôle des femmes dans les métiers du numérique, avec mes photos qui étaient exposées là, de quelques femmes du numérique. Et ils ont même organisé une sorte de concours de start-up qui s'appelle le Matchfest, où ils ont attiré pas seulement des Français, mais des étrangers. Et au même moment, vous avez Orange qui, à 7 km au nord, vous fait un pince-fesse dans une tour qui s'appelle Stratosphère avec Business France. Et ça, c'est au même moment. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il faudrait peut-être s'unifier un petit peu, quoi. Alors, il se trouve qu'il y a des querelles de personnes là-dedans, c'est compliqué. Vous savez, le CES attire beaucoup de gens qui font du business et qui, parfois, se tirent un peu la bourre et essayent de tirer aussi la couverture à eux, et ça rend difficile l'unification de cette visibilité. Alors, moi, mon point de vue là-dessus, il est très simple, et c'est un message pour les exposants, pour les startups, c'est que quand on va au CES, il faut faire du business, ça c'est le premier truc basique. Et le deuxième truc qui est fondamental, c'est qu'il faut faire du business à l'international. Donc tous les machins, on met les Français ensemble, c'est sympa. Mais si vous venez au CES juste pour avoir des grands comptes français, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est bien. Mais l'objectif numéro un d'un salon comme ça, c'est d'aller exporter. Pas juste de faire la foire entre les Français. Bon, c'est un petit message à ceux qui le recevront, qui comprendront.